L'un des problèmes majeurs auxquels la société moderne doit faire face est la gestion de grandes quantités de déchets qu'elle produit. Ces déchets sont de nature fort différente, mais ils contiennent souvent une forte proportion de matière organique, principalement d'origine animale ou végétale. Beaucoup d'industries, notamment les industries agroalimentaires, produisent de grandes quantités de déchets organiques. Leur évacuation, et plus spécialement les traitements qui réduisent leurs charges polluantes, sont généralement des opérations très coûteuses. Les villes doivent faire face aux problèmes complexes de gestion de très grandes quantités de déchets, tous contenant un pourcentage plus ou moins grand de matériaux organiques. L'agriculture produit elle aussi de grandes quantités de déchets. De plus, dans les fermes à élevage intensif, on produit de grandes quantités de déjections animales, lisier ou fumier. Si celle-ci était déchargée dans l'environnement, elle provoquerait son inacceptable dégradation. Dans la nature, la décomposition biologique de la matière organique en présence d'air, ou en termes plus techniques, en aérobiose, conduit essentiellement à la formation d'anhydride carbonique et d'eau. Toutefois, dans certains habitats naturels, l'oxygène peut être limité, voire absent. Dans ces conditions, qui sont définies comme anaérobie, la décomposition de la matière organique aboutit à un gaz, constitué en part plus ou moins égale d'anhydride carbonique et de méthane. À cause de son origine, ce gaz combustible est appelé biogaz. Il devient ainsi évident que ce gisement énorme et quasi inépuisable de déchets organiques, par sa transformation potentielle en méthane, constitue effectivement une source d'énergie indéfiniment renouvelable, propre et de bonne qualité. Cette manière de gérer les déchets contribue aussi à la conservation de l'environnement, puisqu'elle permet de réduire et de contrôler de manière économique la pollution engendrée. Ce film présente en termes simples le mécanisme des processus biologiques qui conduisent à la formation de méthane. On fera aussi la démonstration des technologies de biométhanisation, tenant compte des résultats significatifs qui ont été obtenus à ce jour dans les États membres de la Communauté européenne. Pour que la conversion de la matière organique en biogaz puisse se faire à une échelle significative, il faut, outre l'anaérobiose déjà mentionnée, que d'autres conditions environnementales favorables subsistent. En ce qui concerne les températures, par exemple, elles doivent être comprises entre 10 et 60 degrés centigrades. En particulier, le biogaz se forme à une vitesse plus élevée dans l'intervalle de température compris entre 30 et 40 degrés centigrades. Cet intervalle constitue la zone mésophile. Un deuxième intervalle de température dans lequel la vitesse de production est encore plus élevée se situe entre 50 et 60 degrés centigrades. Cet intervalle constitue la zone thermophile. Le processus exige aussi une quantité minimum d'eau et un pH dans le milieu autour de la neutralité.
Les agents de la méthanogénèse sont des micro-organismes organisés en groupes et chacun de ceux-ci exerce une fonction spécifique. Pour commencer, le groupe des bactéries appelées hydrolytiques désagrège la matière organique complexe en fractions beaucoup plus petites. Cette action produit des molécules simples et celles-ci sont solubles dans le milieu. À ce stade, ces mêmes micro-organismes ainsi que d'autres espèces, principalement les bactéries fermentatives, transforment les molécules dissoutes en produits intermédiaires, tels que alcool, acides organiques de plus bas poids moléculaire et acides gras volatiles, qui comprennent l'acide acétique ainsi que l'hydrogène et l'anhydride carbonique. Ensuite, un autre groupe de bactéries appelé acétogènes commence son œuvre. Celle-ci transforme les alcools et les acides en acide acétique, en hydrogène moléculaire et en anhydride carbonique qui s'ajoutent à ceux déjà produits. À ce point entrent en action deux groupes distincts de micro-organismes responsables de la formation du méthane. Les micro-organismes méthanigènes acétyclastiques qui transforment l'acide acétique en méthane et en anhydride carbonique. En partant de matières organiques complexes, c'est à travers cette réaction que se produit plus de 70% du total de méthane obtenu. L'autre groupe de micro-organismes appelés méthanigènes hydrogénotrophes utilise l'anhydride carbonique et l'hydrogène moléculaire pour produire 30% du méthane restant. Ce faisant, ils exercent entre autres une action fondamentale pour l'équilibre du processus, notamment l'élimination de l'hydrogène produit dans les étapes précédentes. Toute accumulation éventuelle d'hydrogène pourrait bloquer l'acétogénèse et causer une accumulation excessive d'acides gras volatiles dans le milieu. Lorsque ceci se produit, on observe souvent une augmentation de l'acidité du milieu, ce qui contribue à arrêter le processus. Parmi les diverses espèces microbiennes présentes, on trouve aussi celles qui sont appelées sulfato-réductrices. En effet, pour autant que le matériau de départ contienne une petite quantité de sulfate, ces bactéries utilisent une petite partie de l'hydrogène moléculaire disponible pour réduire ce sulfate en hydrogène sulfuré. Finalement, on obtient donc un mélange gazeux contenant principalement du méthane et de l'anhydride carbonique avec une petite quantité d'hydrogène sulfuré. C'est ce mélange que l'on appelle biogaz. Nous avons ainsi décrit les étapes principales du mécanisme de la biométhanisation, que l'on appelle aussi digestion anaérobie. Nous avons montré ces différentes étapes les unes après les autres, dans un but de simplicité, mais dans la réalité, elles ont lieu plus ou moins simultanément. Encore, la biométhanisation est un processus complexe. Pour bien le comprendre, on a conduit des recherches en microbiologie et en biochimie pendant des années. Mais si nous voulons en faire un usage pratique, nous avons besoin d'une technologie qui permette ce processus d'une manière à la fois efficace et économique. Ce domaine de recherche a de fait donné naissance à différents procédés qui diffèrent surtout en fonction du type de déchets à traiter et selon la nature des composés organiques qu'ils contiennent. L'élément essentiel du procédé de biométhanisation est le réacteur ou digesteur, qui est généralement un récipient cylindrique dans lequel le processus que nous avons décrit a lieu. Aux fins de la recherche et puisque le travail se fait en laboratoire, nous utilisons couramment de petits digesteurs construits en matériaux transparents pour nous permettre de mieux observer et contrôler le déroulement du processus. Le
digesteur le plus simple, appelé batch, consiste dans le cas présent en une simple bouteille en verre remplie de lisier de bovin. Un éventuel agitateur facilite la transformation parce qu'il établit un meilleur contact entre la substance organique et les micro-organismes. Le procédé discontinu aboutit à une production de biogaz qui, élevé au début, décroît progressivement jusqu'à la fin, avec de longues durées de permanence de la masse à digérer qui peuvent atteindre plusieurs semaines. On obtient des temps de permanence plus courts et une production de biogaz plus constante dans des digesteurs appelés infiniment mélangés, dans lesquels la charge de la matière organique à traiter, la production de biogaz et l'élimination de la masse digérée ont lieu de manière continue. Dans ce cas, comme les micro-organismes requis pour la transformation sont éliminés en même temps que les fluents, il est évident que la vitesse de passage doit être suffisamment lente, afin de permettre aux micro-organismes de doubler au moins leur nombre et de mourir ainsi en quantité suffisante dans le digesteur. Il est aussi clair que la vitesse de transformation est liée à la concentration des micro-organismes dans le milieu réactionnel. Pour réduire le temps du traitement, on a donc développé des systèmes qui sont capables de retenir la biomasse microbienne à l'intérieur du digesteur pendant des temps plus longs que ceux que mettent les flux de déchets à le traverser. Dans les réacteurs à contact, par exemple, la biomasse microbienne est séparée du résidu digéré et recyclée dans le réacteur. De cette manière, la concentration accrue des micro-organismes dans le digesteur fait que les temps de traitement peuvent être réduits à 4-5 jours seulement. Des temps de conversion encore plus brefs deviennent possibles lorsque l'on empêche quasi totalement la sortie de la biomasse microbienne du réacteur. Pour ce faire, on introduit dans le digesteur des supports inertes avec une grande surface par unité de volume, par exemple en plastique. Les micro-organismes se fixent alors de manière stable sur ces supports où ils forment un film. Comme du gaz se forme par le passage du flux de déchets sur le film biologique et à travers la suspension microbienne piégée dans les interstices, ces digesteurs sont appelés aussi filtres anaérobies. Dans un développement ultérieur, on a utilisé des supports inertes de forme fort divisée, comme le sable, qui en présentant une très grande surface par unité de volume, permettent à une quantité égale de supports de fixer un nombre plus élevé de micro-organismes. Le flux du déchet et la production continue de gaz maintiennent ces supports dans un état fluidisé. De là le terme de lit fluidisé, qui s'applique à ces réacteurs dans lesquels les temps de résidence de la matière organique sont limités à quelques heures à peine. Une méthode tout aussi efficace de retenir les micro-organismes dans le digesteur consiste à faire usage de la capacité de la communauté microbienne anaérobie de former dans certaines conditions de larges agrégats de vrais granules lourds et donc sédimentables. Dans ces digesteurs à lit debout, le déchet à digérer est introduit à la base du réacteur et se déplaçant vers le haut, passe à travers une couche épaisse de granules microbiens actifs. Ces derniers demeurent dans le digesteur, tandis que le flux de déchets organiques le traverse avec des temps de contact très brefs. Ces dernières années, ce type de digesteur a contribué de manière décisive à l'emploi du traitement anaérobie pour les eaux résiduaires industrielles. En bref, nous pouvons dire que les digesteurs dans lesquels la biomasse microbienne séjourne un temps plus long que celui requis par le flux de déchets pour le traverser, sont particulièrement bien adaptés à la production de biogaz à partir de déchets constitués de substances organiques solubles. Ces réacteurs sont aussi très prometteurs pour le traitement d'effluents organiques très dilués, comme les eaux résiduaires urbaines.
si l'on doit traiter une matière organique en suspension ou de forme semi-solide, il vaut alors mieux utiliser les digesteurs en batch ou infiniment mélangés, de manière à éviter l'accumulation excessive de particules solides dans le réacteur. Toutefois, pour le traitement de ces types de déchets, il vaut peut-être mieux opérer en étapes séparées, dans lesquelles l'hydrolyse et partiellement l'acétogénèse se produisent dans un réacteur différent de celui dans lequel a lieu la méthanogénèse. On peut ainsi optimiser au mieux chacune des deux étapes du processus de conversion. La recherche implique souvent de travailler dans des réacteurs fort hauts. Ceci crée les conditions hydrodynamiques idoines pour le processus de conversion. Du laboratoire dans lequel les diverses étapes du processus sont conduites d'une manière strictement contrôlée, on passe généralement à la taille pilote qui se rapproche davantage des conditions réelles du traitement. Cette unité pilote, par exemple, est située à proximité d'une ferme avicole dans laquelle les déchets organiques sont disponibles dans un environnement qui simule pleinement la réalité. Le but de ces unités pilotes est aussi de tester et de mettre au point les mécanismes et l'instrumentation plus appropriés. À l'échelle réelle, l'application la plus traditionnelle de la digestion anaérobie est destinée au traitement des boues provenant des installations municipales d'épuration des eaux. Dans une installation comme celle que nous observons, seule une fraction de la matière organique polluante est détruite durant l'étape aérobie de traitement. La plus grande partie est au contraire concentrée dans une boue qui peut être séparée de l'eau dans ces vastes bassins de sédimentation. Le traitement des eaux résiduaires urbaines de la ville voisine produit chaque jour environ 2 litres de boue par habitant. Par digestion anaérobie, ils peuvent produire environ 20 litres de biogaz à 65% de méthane. La présence de matière en suspension dans le matériau de départ suggère l'emploi de digesteurs du type infiniment mélangé qui fonctionnent en conditions mésophiles à 35 degrés centigrades. Le biogaz est ensuite traité par voie chimique pour éliminer l'hydrogène sulfuré qui est toxique et exerce une action corrosive sur les parties métalliques. Ce traitement a aussi pour objet de réduire la teneur du gaz en anhydride carbonique de manière à augmenter le pouvoir calorifique du gaz traité. Dans ces conditions, le gaz est enfin apte à être injecté dans le réseau de distribution urbain. Le traitement anaérobie des boues d'égout élimine ainsi en tout ou en partie les mauvaises odeurs ainsi que les germes pathogènes. De plus, en détruisant les constituants présents sous une forme colloïdale, ce traitement facilite la déshydratation ultérieure des boues, de même que leur mise sous une forme solide. La digestion anaérobie des boues d'égout a aussi été utilisée dans le cas de petites communautés où il s'est avéré possible d'utiliser des digesteurs préfabriqués d'après des modèles standards. Ici est produit le biogaz qui est brûlé dans une chaudière. La vapeur produite est injectée directement dans la boue à l'intérieur du digesteur pour maintenir la température du processus. Une application très importante de la digestion anaérobie consiste à traiter les déjections animales ou lisiers. Dans les fermes à élevage intensif, comme celle-ci qui abrite plus de 2000 porcs, ces déchets sont produits en grande quantité et constituent de ce fait une source importante d'énergie. Dans de tels cas, le système de lavage et de récolte des effluents devient aussi important.
Il vaut donc mieux utiliser le moins d'eau de lavage possible, puisqu'il résulte que pour une même quantité de matière organique, le volume à traiter est moindre et demande aussi moins d'énergie pour le chauffer à la température du processus. Ici, le système de digestion comprend un réacteur fort semblable à ceux à contact, dans lesquels le lisier d'un porc de 100 kg par exemple produit environ 120 litres de méthane par jour. Il est particulièrement intéressant de noter dans cette installation une batterie de 10 cogénérateurs qui utilisent le biogaz pour produire simultanément de l'électricité et de l'énergie thermique sous forme d'eau chaude à 80-90 degrés centigrades. Cette eau chaude est obtenue au moyen d'échangeurs thermiques qui récupèrent la chaleur des gaz d'échappement, des eaux de refroidissement des moteurs, des huiles et des générateurs d'électricité. Avec ce système, l'énergie chimique du biogaz est transformée en électricité et en chaleur, avec une efficacité de plus de 90%. Principalement dans les fermes à élevage intensif, le coût du traitement anaérobie des effluents est un élément décisif pour en déterminer l'économie et donc le succès. Ceci explique le développement de systèmes de digestion simples et de faible coût de traitement, comme celui-ci qui fonctionne dans cette ferme, qui élève plus de 2400 têtes de bovins. En effet, le digesteur du type appelé à piston comprend un seul bassin dans lequel le lisier est introduit à une extrémité, pousse la masse qui se trouve déjà à l'intérieur vers la sortie, qui se trouve à l'autre extrémité. Le couvercle construit en matériaux polymères souples sert aussi de réservoir pour la récupération du biogaz. Dans ce digesteur, particulièrement bien adapté au traitement du lisier bovin, sont produits environ 800 litres de méthane par tête de bétail et par jour. Dans cette ferme aussi, le biogaz produit est transformé en électricité et en chaleur, en utilisant ce puissant cogénérateur qui fonctionne avec un taux de conversion élevé, car il permet de récupérer environ 75% de l'énergie du biogaz. On trouve une solution encore plus simple et moins coûteuse dans cette ferme d'élevage porcin. L'installation comprend seulement un ballon flottant en matériaux polymères souples qui recueille le gaz produit naturellement dans la fosse de stockage du lisier. Dans des systèmes de ce type, la production du biogaz dépend strictement de la température ambiante extérieure avec une production forte par temps chaud et réduite par temps froid. Cependant, ce système ne requiert aucun apport extérieur d'énergie. Le résultat est que même dans les conditions les moins favorables, le gaz produit, aussi faible soit-il, est disponible pour l'emploi dans la ferme. Pour réaliser des économies d'échelle, plusieurs installations centralisées de biogaz ont été construites en Europe. Dans le complexe intégré que nous voyons, par exemple, un réseau souterrain de canalisation collecte journellement dans un seul centre de traitement quelques 900 mètres cubes de lisier, en provenance de 86 fermes d'élevage avicoles, porcins ou bovins, réparties sur un territoire de 36 km². Fort intéressant est l'usage des 15 000 m3 de biogaz qui sont produits chaque jour dans deux grands digesteurs infiniment mélangés, conduits dans la zone mésophile de température, ainsi que dans un post-digesteur qui fonctionne à la fois comme réservoir à gaz et comme épaississeur de boue. Selon la saison et les besoins du moment, le gaz est utilisé pour sécher le tabac, pour sécher les céréales ou le fourrage, ou pour chauffer 9000 m² de serre destinés à la culture de fleurs et de légumes. De plus, une quantité variable de biogaz alimente deux groupes de cogénérateurs pendant toute l'année. Une fois satisfaite la demande du centre, l'électricité excédentaire est vendue au réseau public. Les
L'effluent liquide des digesteurs est récupéré dans 2 grands bassins. D'ici, il est redistribué aux fermes avoisinantes avec une charge polluante fort réduite grâce à un réseau de canalisation pour son recyclage final comme fertilisateur du sol. La fraction digérée solide est séchée, compactée et utilisée comme conditionnement du sol. À côté des avantages économiques obtenus par l'utilisation énergétique du biogaz, il faut remarquer que ce type d'installation aide à préserver l'environnement grâce à une gestion correcte de grandes quantités de lisiers polluants produites dans les fermes à élevage intensif. Le traitement anaérobie des effluents organiques d'origine industrielle s'est prodigieusement développé ces dernières années. Usines de fabrication de pâte à papier, distilleries, raffineries de sucre, brasseries, usines de transformation de la viande, de légumes ou de fruits, toutes sont des utilisateurs potentiels de systèmes de biométhanisation. Dans cette distillerie, l'alcool éthylique est produit par fermentation suivie de distillation. Les produits de départ sont généralement des surplus de la production agricole, comme ces raisins secs, un produit typique de ces régions. Le résidu de la distillation est envoyé à l'installation de biométhanisation. Cette installation comprend 2 digesteurs thermophiles du type contact d'environ 800 mètres cubes chacun, opérant en parallèle. La production journalière de 2200 mètres cubes de gaz remplace annuellement l'équivalent de 290 tonnes de pétrole fossile, ce qui représente une contribution significative à la demande d'énergie de l'usine. Dans cette brasserie, environ 60 mètres cubes de déchets de fermentation et d'eau de lavage sont traités chaque jour dans une installation de biométhanisation. Le procédé est semblable à celui à lit debout, mais contrairement à ce qui se produit dans les réacteurs traditionnels de ce type, la séparation de la biomasse microbienne a lieu dans un décanteur externe. La boue décantée est recyclée dans le réacteur, tandis que le surnageant est déchargé à l'égout. Le biogaz est utilisé pour produire la vapeur nécessaire aux procédés industriels. Dans cette autre distillerie, l'installation de biométhanisation est le résultat intégré de certaines technologies décrites. Les déchets sont traités dans un système à 2 étapes. Les liquides résiduels de la distillation et de la production de levure sont traités dans un réacteur d'hydrolyse et d'acidification du type complètement mélangé, qui travaille dans des conditions légèrement acides. L'effluent est conduit à la biométhanisation dans un réacteur hybride qui combine le principe du lit debout et du filtre anaérobie. L'installation produit chaque jour 10 000 mètres cubes de biogaz au contenu élevé en méthane. Dans un cas comme celui-ci, le biogaz sert à produire de la vapeur pour la distillerie, ce qui permet d'économiser environ 50% du fioul requis dans ce procédé. Comme nous l'avons dit, on peut aussi produire du biogaz à partir de matériaux solides. Parmi ceux-ci, les résidus urbains solides constituent sans doute l'exemple le plus typique. Dans ce secteur, les installations de biométhanisation se développent rapidement. D'autre part, et comme nous l'avons déjà fait remarquer, la problématique de l'élimination de ces déchets est de plus en plus clairement perçue par une société industrielle, aussi bien à cause des quantités énormes produites, environ 1 kg par jour et par habitant, qu'à cause de la compatibilité pour l'environnement des procédés et des sites de décharge et de traitement.
Aujourd'hui, le système rencontré le plus communément est la décharge contrôlée. Sur ce site, par exemple, qui couvre une superficie de 7 hectares, les déchets sont déchargés en couches par une machine, chacune d'elles étant alors recouverte d'une couche de terre. La décharge atteint ainsi de 6 à 11 mètres d'épaisseur et repose sur un film imperméable sur lequel on a installé un système de drain pour récolter le liquide de percolation appelé lixivia. Dans cette décharge que l'on peut imaginer comme un vaste réacteur en batch de volume variable, la matière organique est dégradée par des micro-organismes aérobies dans les couches externes et par des micro-organismes anaérobies dans les couches les plus internes. Il en résulte que le gaz est produit en profondeur, qu'il est extrait par un réseau de puits et envoyé vers un centre de collecte. Le biogaz est produit de manière continue pendant une période de 10 à 20 ans, à partir du moment où les déchets sont déversés dans la décharge. La production, qui varie entre 2 et 5 mètres cubes par an et par tonne de déchets, atteint 4000 mètres cubes par jour. Un système automatique d'échantillonnage et d'analyse permet la régulation de l'extraction de chaque puits, ce qui assure une production constante de gaz de haut pouvoir calorifique. Tout aussi intéressant est l'utilisation du biogaz, dont une partie sert à produire de l'eau chaude. Cette eau chaude est distribuée par un réseau souterrain de canalisation à une municipalité voisine, pour le chauffage d'environ 200 habitations. Le restant du gaz est converti en électricité au moyen d'un générateur conventionnel. Il convient de remarquer que dans cette étape, un moteur Stirling est également utilisé et qu'étant à combustion externe, il ne requiert pas un gaz particulièrement pur ou de composition constante pour son bon fonctionnement. Avant le traitement anaérobie des déchets urbains solides, il est souvent fort utile d'en séparer les différents constituants. Dans cette unité, par exemple, des machines trient et séparent les métaux, le verre, les plastiques, les vieux papiers et les objets encombrants de la masse de matière organique fermentescible. Cette dernière fraction est ensuite conduite à la digestion anaérobie. Le procédé utilisé dans cette installation pilote génère une grande quantité de gaz par rapport au volume du réacteur. L'effluent est traité par pressage et séchage en utilisant l'énergie obtenue par la combustion du biogaz. Des systèmes de traitement mettant en œuvre une technologie semblable fonctionnent déjà à l'échelle réelle. Dans cette installation, les déchets, une fois déversés, sont soumis à des procédés de sélection qui permettent de séparer les métaux et surtout le verre qu'il est utile de recycler successivement. La fraction organique fermentescible, qui a été aussi débarrassée des matières plastiques, est conduite à la digestion anaérobie. La fermentation se produit à l'état quasi solide dans la zone mésophile de température et, avec des temps de résidence de 15 à 20 jours, on obtient de 100 à 140 mètres cubes de biogaz par tonne de matériaux organiques traités.
biogaz récupéré dans un réservoir à volume variable est traité pour atteindre les caractéristiques du gaz naturel distribué dans le réseau public et disponible, par exemple, pour l'emploi dans cette cimenterie voisine. L'utilisation des résidus solides digérés est fort intéressante. Une fois raffinés, ils sont mis en sac et servent comme compost de haute qualité pour l'horticulture. Les matériaux séparés à l'origine de la fraction organique et pour lesquels il n'y a aucun autre usage sont brûlés dans une chaudière non polluante, ce qui contribue à l'utilisation optimale des déchets. Ce film a pour but de démontrer que la biométhanisation a atteint une pleine maturité technique, qu'elle est viable et attractive sur le plan économique pour de nombreux types de déchets organiques. Les récents progrès de la recherche dans ce domaine permettent de croire en un usage croissant de la biométhanisation qui représente dans de nombreux cas la solution optimale au double problème de la demande en énergie et de la protection de l'environnement. La Direction générale de l'énergie de la Commission des communautés européennes a contribué par son programme de démonstration d'une manière réelle au développement de la biométhanisation dans de nombreux secteurs dans les pays communautaires. Cette activité se poursuit et son but est d'étendre cette importante technologie au traitement d'autres types de déchets qui peuvent être dégradés par voie anaérobie dans des réacteurs toujours plus perfectionnés dans le cadre d'une politique d'intégration toujours croissante de l'industrie communautaire.